vous demande de commencer. Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je vais faire comme les proches, voilà, je vais le taire et normalement ça devrait marcher. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette avant-dernière soirée, donc l'avant-dernière journée, soirée du FICAL, de la 20e édition du FICAL, donc organisée, vous le savez, par l'Institut français et la Fondation Aïcha. Ça a été, j'espère en tout cas pour une partie d'entre vous, une semaine remplie. J'ai l'impression de faire un discours rempli d'émotions et donc je vais arrêter. Merci d'être là. En tout cas, c'est super de voir des salles pleines. Comme j'ai déjà dit, j'ai la chance de venir depuis un bout de temps et là de voir des salles remplies comme ça, c'est super. On voit le chemin accompli par toute l'équipe. Voilà, l'Institut français, Mohamed Beyhoud, bien sûr, Fondation Aïcha. Donc c'est super de voir ça. C'est la dernière séance donc, de projection qui est un peu exceptionnelle et qui montre aussi la force, je pense, de la compétition du long-métrage où vous pouvez voir des choses complètement différentes. Hier, on était très émus par Dunia. Vous avez très touché. En tout cas, il y a force dans le film que vous allez voir ce soir. Il y a des choses complètement différentes, des propositions. Et donc ça, c'est vraiment... Enfin voilà, moi, je trouve ça vraiment super d'avoir une sélection comme ça aussi large. À 21h, vous allez voir la dernière compétition aussi de court-métrage. Et demain, vous aurez les résultats des nombreux jurys qui sont là pour savoir qui a gagné des prix, pas des prix, etc., etc. Donc voilà, ça c'est autre chose. L'important, c'est surtout d'apprécier, évidemment, les prix. Demain, très rapidement, il y aura une très belle journée, notamment avec 2 rencontres autour de la marionnette tchèque, qui vous savez qui est à l'honneur cette année, notamment avec des très beaux programmes. Venez voir, souvent poser des questions, on va être un peu plus technique demain, donc ça va être intéressant. On a les réalisateurs de... Même les souris vont au paradis, qui vont venir nous présenter notamment leur marionnette, et on va voir le matin une conférence aussi sur la marionnette, donc n'hésitez pas à venir. Et vous savez que le festival, avec son directeur artistique, ont voulu demain, 8 mars, donc journée des droits de la femme, rendre hommage, et en tout cas parler de ça. Donc on va avoir 3 réalisatrices, Aruna Clichy, Sophia El Khari, donc qui est ici, et Amandine Fredon, qui a fait Petit Nicolas, et qui viendront, et Aruna, j'ai vu qu'elle était là, ça y est. Nakashi qui est là, voilà. Merci. On est en rouge en plus, donc ça se voit bien, donc c'est ça. Donc voilà, on va parler avec elle, et j'espère qu'il y aura aussi des hommes, parce que comme je le dis, on va parler de féministes, mais j'aimerais bien qu'il y ait, j'espère, des hommes, et qu'on parle peut-être de ce qu'on réfléchit, nous, sur la masculinité, et est-ce qu'on peut la changer, la transformer. Et je pense que les deux vont ensemble, donc je pense que si on commence à parler de féministes, ça serait bien de parler de ces choses-là aussi. Donc on parlera de tout ça. En attendant, on va recevoir le réalisateur qui nous fait le plaisir de venir ici. Alors je peux parler super fort, mais ça va vraiment vous arracher les tympans. Je suis fan de métal, je l'ai déjà dit, donc je peux vraiment... En fait, vous êtes comme des enfants quand Steph vient se passer. C'est assez incroyable, ça marche bien. Donc merci. Donc, on va recevoir le réalisateur, il va parler, donc ça serait bien de lui laisser un peu l'espace. Ne vous inquiétez pas, c'est quasiment fini. On vous a donné un petit papier, je le répète. Je ne sais pas, peut-être que Beyhoud, tu le dises... Non mais ça y est, il y est, en fait. C'est bon, maintenant c'est super, l'organisation. Juste, je vous rappelle juste, votez entre 0, c'est possible, 1 et 5. Je reçois des bulletins, des fois, alors c'est mignon, il y a plein de choses, etc. Et qui sont, vous savez comment dire, on peut pas... Enfin, c'est un peu dommage, vous mettez plein de choses à côté, c'est super sympa, mais c'est un 1, entre 0 et 5 c'est que vous adorez. J'ai fini mon petit laïus et je vais demander à Pierre Folgues, le réalisateur de ce soir, de venir nous rejoindre. On peut bien sûr. Bien, merci. Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que c'est toujours au réalisateur-réalisatrice, ils ont envie de dire un petit mot avant le début du film ou ils préfèrent avant, et donc on t'écoute. Merci déjà d'être présent évidemment ce soir pour cette première ici. Merci à tout le monde d'accueillir le film et puis moi avec. Ça me fait très plaisir d'être là. Je vais vous parler un petit peu du film, pas plus d'une demi-heure, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, non? Une demi-heure, petite demi-heure, oui. Non mais bon, un jour, du temps que j'habitais aux États-Unis, je travaillais en fait comme compositeur. Une amie à moi m'a offert un livre de Haruki Murakami. Elle pensait que ça me plairait. Et effectivement, je suis tombé dessus et puis j'ai tout lu Murakami, tout ce que je pouvais trouver d'un coup. C'était lequel? Ça s'appelait L'éléphant s'évanouit. Je crois que le titre en français s'évapore. Voilà. L'Elephant vanishes. S'évapore. Voilà. Et
Oui, j'ai été émerveillé par sa capacité de parler des choses très profondes, pour moi, je trouve, mais tout en évoquant que des petites vaguelettes de surface, en fait. Mais peut-être ce qui m'a émerveillé le plus, c'était son style innovant. Parce que, pour moi, oui, c'est merveilleux de raconter des histoires, c'est des histoires extraordinaires, mais si on arrive à les raconter avec un style unique, ça devient une œuvre artistique. Donc, moi, c'est ça ce qui m'a touché le plus. Je voudrais juste rajouter encore que je pense que certains d'entre nous, à un moment de notre vie, connaissent une sorte de révélation, de prise de conscience, qui fait que peut-être on se rend compte qu'à un moment, peut-être qu'on n'a pas pris le meilleur chemin, ou peut-être que la personne qu'on est devenue n'est pas celle qu'on imaginait devenir. Cette prise de conscience a pu arriver comme ça, ou peut-être après avoir rencontré quelqu'un, ou perdu quelqu'un, ou peut-être après avoir vécu un événement un peu particulier. Et donc dans le cas de ce film, c'est un tremblement de terre, et un tsunami, mais le véritable tremblement de terre que connaissent les personnages de cette histoire, de ce film, c'est un tremblement de terre intérieur qui les aide à ouvrir les yeux sur des vérités qui se sont cachées. Merci beaucoup. Merci à tous, on se retrouve donc après le film pour les questions. Alors, vous avez la fin du générique. Quand même qui passe derrière, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire l'un ou l'autre. Est-ce que quand on découvre l'œuvre de Murakami, alors on a eu quelques adaptations, hein, La Balade de l'Impossible, de Tralen Oum, ou bien sûr récemment Drive My Car, on s'inquiète, c'est une écriture quand même très particulière, où, je sais pas, il y a des réflexions dans sa tête en disant j'aime beaucoup, mais est-ce que j'y vais ou non? C'était un tel choc que... Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai pas vu encore Drive My Car, mais je sais pas si tu voulais dire quand il y a des films comme ça ou simplement par rapport à... Par rapport plus, on sait qu'il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu tant que ça non plus, par rapport à quelqu'un de prolifique et d'un peu connu. Kafka sur les vaches, par exemple, n'a pas été adapté, c'est-à-dire pas de ces grands donc je me demande, toi, là, personnellement, tu lis et tu dis... Non, c'était pas du tout inquiétant, c'est juste inspirant, c'est tout. C'est vraiment... Non, tu sais ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai découvert ça, et puis à un moment, quand j'ai commencé à faire des films, à passer de la composition à la réalisation, ça m'a vraiment paru une évidence. Après, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais oui, c'était juste très très inspirant. Je n'ai pas du tout pensé à comment est-ce que... Non, c'était pas inquiétant, c'était merveilleux. La musique est très importante dans les romans de Murakami, dans les nouvelles, il y a tout le temps des références très fortes. C'est quelque chose, toi qui es musicien aussi, c'est quelque chose qui a été important dans l'adaptation, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Oui, bien sûr. Enfin, ce qui était important, c'est... pour moi, c'est un petit peu la même approche, vraiment, d'écrire de la musique ou de faire de la réalisation. Ça part du même principe, vraiment. Forme d'orchestration, enfin je ne sais pas comment dire. Après, je ne peux pas dire que je me sois non plus inspiré des goûts de M. Murakami, parce que ça, bon, de toute façon, il aime un peu toutes sortes de musique, un peu comme moi, mais non, j'avais plein d'idées pour la musique avant de faire le film. Pendant que je faisais le film, ces idées ont complètement changé en cours. D'une part, enfin, la première idée était beaucoup trop ambitieuse, c'était impossible, ça m'aurait pris 1 an ou 2 pour faire la musique, donc c'était pas jouable. Mais donc non, enfin, j'ai travaillé de manière assez classique. Une fois que le film était complètement terminé, était complètement, pas complètement, mais enfin, pratiquement terminé, là je me suis jeté avec grand plaisir, parce que là je pouvais être tout seul à nouveau pour la fin, et donc je suis voilà,
à chercher un son particulier que je voulais, et puis à trouver comment faire ce son, cette sonorité particulière que je cherchais. Son écriture est très imagée, très forte. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps à dire, bon, ça j'ai envie qu'on le voit graphiquement, visuellement, ça je vais le laisser en hors-champ imaginaire aux gens dans leur tête? Oui, enfin comme bon, il y a des animateurs ici, donc c'est plus facile. Mais écoute, oui, enfin c'est-à-dire que d'abord j'ai fait le scénario, c'était un travail fabuleux. Oui, vraiment une expérience magnifique, inspirante, audacieuse, de travailler sur des nouvelles comme ça, puis ensuite les enchevêtrer. Mais après, bien sûr, j'ai fait le storyboard, et à un moment de faire le storyboard, que j'ai finalement préféré faire tout seul, honnêtement, pour un film comme ça, je trouve ça... Enfin, je comprends tout à fait qu'on veuille travailler avec des gens, etc. Moi, je préférais travailler tout seul parce que j'avais c'était une chance incroyable de pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux voir exactement à ce moment-là, tel axe, comment la personne dit ça, qu'est-ce que je veux voir, et de plonger dans ce que j'avais à l'intérieur et d'essayer de retranscrire ça le plus fidèlement possible. Donc ça encore, c'était absolument extraordinaire de passer 3 mois tout seul à faire le storyboard, et voilà, et finalement déjà déterminer complètement ce qu'allait être le film. Enfin, pas complètement, mais disons tous les axes, etc., toute la grammaire visuelle du film, on va dire. On essaie de retrouver les sensations qu'on a eues en lisant, quand on écrit et quand on fait le storyboard, en lisant Murakami. Oui, c'est-à-dire que on essaye de... Pas vraiment, c'est-à-dire que moi, mon approche, qui je pense probablement l'approche j'en sais rien, de beaucoup de gens quand ils adaptent, mais c'est un petit peu la même que quand on crée une histoire de toute pièce, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on est inspiré par quelque chose, que ce soit une histoire, un livre, je sais pas, un événement qui nous arrive, et ils deviennent, ils font partie de soi. Donc effectivement, là, c'est Murakami, mais c'est aussi toutes mes expériences de vie, bien sûr, enfin tout ce que je... Voilà, mais je dirais même que quand on... j'essaie de le dire simplement et rapidement, pardon, mais je veux dire que lire un livre, voilà, c'est un auteur qui l'écrit, c'est super. Ensuite, notre interprétation, c'est à nous. C'est plus Murakami, c'est ce qu'on en fait, c'est la façon dont on réagit, dont notre cerveau le digère, le comprend, etc. Donc, voilà. Le côté absurde, fantastique, qui se mélange au réalisme, ça c'est quelque chose aussi de très fort. C'est quelque chose qui t'a plu et que tu as voulu retranscrire, qui était déjà dans ton univers avant. Absolument, oui, j'ai toujours été, je dirais pas intéressé, mais je veux dire, c'est naturel pour moi effectivement d'essayer de faire quelque chose de plus que du simple réalisme, mais d'avoir la chance aussi, en particulier sur un projet en animation, de pouvoir me servir de ça pour faire comme une espèce de réalité augmentée et de pas être à nouveau de raconter une histoire, pas seulement en essayant de retranscrire des images ou une forme de réalité, mais de se servir de la façon comment est-ce qu'on voit ça réellement, quelle est vraiment mon interprétation, et de pousser plus loin pour retransmettre tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des images un peu spéciales, c'est pour ça, enfin, je ne vais pas l'expliquer, mais enfin, ça me paraît naturel de fonctionner comme ça. Il y a plein de choses, le côté fantomatique des personnages entre guillemets secondaires qui sont là. Est-ce que c'est des choses que tu expliques, que tu as envie d'expliquer si on te demande par exemple, ou non, tu préfères que ça reste... Je l'explique parce que c'est pas exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si je suis en train de te parler,
bien sûr, il y a des gens, voilà, je vois des choses en fond, mais si tu veux simplement faire une photo de ça, bon, effectivement, tu peux prendre une caméra ou tu peux faire des dessins tout simples si tu veux. Tu peux aller plus loin à écouter ton interprétation des choses et dire, bon, ben voilà, je vois Alexis ici, je vois des choses qui sont là, peut-être je les perçois moins. C'est pousser la perception et la transcription de cette perception d'une manière plus précise, en quelque sorte. Et voilà, donc effectivement, il y a peut-être des choses qui vont devenir en transparence parce que, ou même dont les lignes vont être inversées, parce que quand je suis en train de te parler, ou on se parle, peut-être qu'il y a des espèces d'images fulgurantes comme ça qui passent, d'autres choses qui sont un peu plus que la simple réalité. D'où la phrase, donc, j'essaie de la citer, on voit de nos yeux, ce qu'on voit de nos yeux n'est pas qu'une seule réalité, n'est pas la seule réalité. Oui, bien sûr. L'idée de l'imaginaire qui coupe à un moment donné, enfin ce genre de choses. En fait, oui, là, de toute façon, c'est toujours là. Je vais répéter des choses qui sont évidentes que tu as déjà expliquées, quoi. C'est toujours ce lien entre cet imaginaire et cette réalité qui se mélange. Oui, bon, enfin là, cet exemple-là, c'est vraiment. Ça fait partie de l'histoire réellement. C'est-à-dire que c'est bon, voilà, le personnage de Katagiri, son alter ego qui est là, son alter ego qui lui explique justement que peut-être que lui-même n'est peut-être pas vraiment là, ou peut-être que, etc., etc. Donc, bon, je ne vais pas l'expliquer, mais bien sûr, là, c'est un petit. Ça fait partie déjà de l'histoire. Là, effectivement, d'allumer, d'éteindre l'imagination, c'est pas un artifice. Le jeu des acteurs, ce côté très presque pas neutre, mais du ton, c'était quelque chose important. Neutre, enfin. Je ne sais pas si neutre est le bon terme. Non. Voilà. Oui, disons subtil, on va dire, peut-être. Mais comme tu le sais sans doute, tu sais, j'ai passé. C'était absolument évident pour moi, essentiel, que tous les mouvements, les expressions soient basées sur donc un tournage en prise de vue réelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tourné tout le film. Hein, je n'ai pas essayé de faire des petits bouts et puis ça faisait pas sens. Donc j'ai tourné tout le film comme ça et monté tout le film. Et seulement après, on a commencé le process de l'animation avec un procédé très particulier que j'avais élaboré juste pour ce film. Donc c'était essentiel évidemment pour moi que voilà, c'est un film qui repose, il y a énormément de dialogue, c'est pas comme il y a plein de films d'anime qui ont très peu de dialogue, celui-ci on en a vraiment beaucoup et vraiment le focus c'est complètement sur les expressions, à la limite peut-être les mains, mais toutes les expressions, et c'est des choses très très détaillées pour lesquelles j'avais besoin de faire cette technique très particulière. Tu peux juste nous parler un peu des décors, parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est très, très poussé. Est-ce que c'est sur des bases? Alors, est-ce que tu as tourné en effet la première partie au Japon Non, pas du tout. On a tourné au Canada en studio, juste les acteurs. Les décors. C'est vraiment une construction particulière. Bon, c'est un peu technique. Enfin, je veux dire qu'il y avait j'avais le storyboard, et dans le storyboard, un storyboard simple, hein, mais dans le storyboard, déjà, tous les décors étaient, disons, préétablis. On s'est servi de ça pour faire le tournage, c'est-à-dire qu'on avait en transparence dans un petit moniteur sur la caméra, on avait en transparence le storyboard qui nous permettait de placer les comédiens voilà, suivant le storyboard. Et c'était quoi ta question? Tu l'as oublié tout aussi. Parce que j'ai regardé le film, je suis parti. J'ai utilisé sur ma question d'après. Et donc. Quelqu'un se souvient peut-être? Les décors, merci beaucoup. Pardon. Non. Et donc voilà, à partir du moment où on avait ça, on a pu. Voilà, on avait le tournage, le storyboard, et là, on a pu commencer à pouvoir faire tous les layouts. Moi, j'avais fait déjà plein de versions de chaque gros décor. Mais ensuite, évidemment, on les a adaptés à la réalité
été du tournage et du storyboard, et puis on les a poussés plus loin. On n'a pas été au Japon faire des repérages ou des tournages ou quoi que ce soit, mais évidemment, oui, on s'est servi de plein de photos, de dessins que j'avais fait sur place aussi, et puis on a vraiment créé un Japon imaginaire. C'est pas authentique, il y a des bouts de trucs plus ou moins authentiques, mais c'est pas du tout une recherche d'authenticité, vraiment, absolument pas. Une version japonaise est prévue? Une version japonaise est prévue au moins par mois. On va voir. Disons que c'est une évidence. Au tout début du projet, moi j'avais fait des tests avec des acteurs amateurs, d'ailleurs en japonais, et c'était génial. Ça marchait complètement. Enfin, moi j'adorais. Et même ma direction d'acteur est allée un petit peu dans ce sens-là, pour rejoindre ce que tu disais au tout début, parce qu'effectivement, chaque peuple a une façon de bouger un petit peu différente. Mais donc c'est prévu. Pour l'instant, disons qu'il y a une proposition, mais sans faire une proposition avec doublage, et moi ça ne m'intéressait pas. Moi je veux faire le doublage, avec sous-titres, je veux dire. Et oui, non, bien sûr, moi je veux trouver un distributeur qui va faire des voix en japonais. On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a juste une ou deux questions dans la salle? Une et deux, parfait. Alors, bonjour, tout d'abord je voulais vous remercier pour ce film de qualité rare. J'ai deux questions, une première qui est un peu technique et l'autre qui n'est pas. La première, c'est est-ce que vous avez utilisé des procédés, par exemple d'intelligence artificielle, pour convertir des acteurs en dessins, puisque je trouvais ça très réaliste, et je me demandais du coup si c'était pas de vrais acteurs qui jouaient. Et ma deuxième question, c'est... Alors, vous allez répondre à la première, parce que la deuxième, je vais oublier la première. Je me connais. Alors, donc, ce que je disais, je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc, moi, j'ai voulu avoir un jeu centralisé par des acteurs et pouvoir diriger les acteurs pour que ce qu'ils racontent, que les voix ne soient pas détachées d'un jeu d'acteurs, pour que les mouvements de tête, les mouvements de main, tout ça aille de pair. Quand on fait de l'anime, quand on enregistre juste les voix seules, ensuite on recrée des choses. Moi, c'était pas mon approche. Je préférais vraiment centraliser ça autour d'un jeu d'acteurs et ensuite passer à l'animation. Mais il n'y a rien d'automatique après, c'est pas de la rotoscopie non plus, ça y ressemble sur certains aspects, mais c'est pas de la rotoscopie non plus. J'ai rien contre la rotoscopie, mais disons que et c'est pas du motion capture, donc il n'y a pas non plus des capteurs ou quoi que ce soit. Donc il y avait des têtes 3D, effectivement, que j'avais sculptées, mais c'était des têtes 3D inexpressives. Et donc les animateurs avaient ces outils, avaient cette référence vidéo, avaient une tête 3D qui était marquée avec toutes les lignes et dont on pouvait se servir ni plus ni moins pour faire l'animation, et qui étaient des modèles donc voilà, assez précis. Mais après, le travail des animateurs et des animatrices, un peu partout, dispersés, c'est ça aussi qui a fait que c'était très important de tenir les modèles comme ça, c'est que eux regardaient la référence vidéo, faisaient des posings, adaptaient les personnages filmés aux personnages du film. Donc quelquefois c'était simple, quelquefois c'était un peu moins simple, mais enfin bon, c'était une adaptation. Et surtout, ensuite, dans une troisième phase, s'occuper des expressions, et là c'est vraiment l'essentiel, mais ça n'avait rien d'automatique, mais c'était vraiment de se dire, tiens, l'acteur est en train de faire cette expression, il est en train de raconter ça pendant qu'il dit ça, il bouge la tête comme ça, et moi je vais essayer de retranscrire ça sur mon personnage, de comprendre cette émotion-là, et de la retranscrire, de lui donner vie, bref, de l'animer. Et voilà, c'est tout le propos, tout le principe de cette technique. Merci pour votre réponse. La deuxième question, du coup. L'un des objectifs de votre film, comme j'ai pu le comprendre, c'était de faire fondre le mur entre le réalisme et l'imaginaire. Et pour vous, est-ce que le réalisme, ce ne serait pas juste un abus de langage? Est-ce que le réalisme, ce ne serait pas juste un abus de langage et que ce ne serait pas aussi le fruit de notre imaginaire? Mais oui, c'est une très belle façon de le dire. Le réalisme, de toute façon,
le réalisme, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le réalisme en photo n'est qu'une interprétation. À un moment donné, on pose une image et on arrête les choses comme ça. Mais après, ce qu'on en fait dans sa tête, c'est à nous. Enfin, je veux dire que ce qu'on interprète d'une perception, c'est notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui fait un film est en train d'interpréter les choses. S'il veut le faire de manière très, entre guillemets, réaliste, très bien. S'il veut le raconter avec un autre regard plus personnel, très, très bien aussi. Il faut voir. Pierre. Bonjour. Merci déjà pour votre film qui était très intéressant. Tout d'abord, je voudrais savoir si c'était un choix de faire des personnages controversés, notamment en marge, qui au contraire, des personnages très ordinaires, qui rencontrent des personnages en marge. Je pense par exemple à la jeune fille de la fin, à Frog, ou encore la femme rousse qu'il a rencontrée quand il est parti en voyage. Voilà, ça va la question. Oui, je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, c'est des personnages, néanmoins, même si je les ai beaucoup transformés, c'est des personnages de Murakami à la base. Je les ai transformés parce qu'ils sont devenus 3 personnages en un, enfin des choses comme ça. Et j'ai changé des choses dans la chronologie, etc. Après, oui, ce sont des personnages tous assez ordinaires. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir des personnages et de rentrer dans leur univers intérieur, c'est tout. Donc l'univers intérieur de chacun est bourré de choses beaucoup plus extraordinaires que ce qu'on voit en surface. Il nous sert. Merci pour votre réponse. Donc aussi, je pense qu'on est plusieurs à avoir remarqué que beaucoup de place à l'imagination dans la réalisation. Que par exemple, que ce soit avec la boîte ou l'histoire du chat. Et aussi, je pense que j'ai beaucoup apprécié les liens que vous faites entre les différentes histoires, différentes nouvelles, et aussi sur le choix des dessins. Est-ce que vous avez essayé par exemple de mettre des personnages transparents? Ah oui. Et voilà, je vous avais demandé pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça apporte à la vie. C'est vraiment des choses stylistiques. C'est un peu compliqué d'expliquer des choix stylistiques. C'est comme si on fait de la peinture et commence à se demander pourquoi est-ce que je mets de l'orange ici ou du noir là. Mais c'est un petit peu ce que j'essayais d'expliquer plus tôt. Juste et d'avoir de me dire évidemment que c'est n'importe quoi. À la fin, le personnage part, s'envole, ça devient une montagne. On voit qu'au début, c'est dédicacé à plein de gens, dont Peter, qui est peut-être Peter Foldès si je ne me trompe pas. Mon père. Oui, tu vois, il y avait un petit côté la fin, qui est l'un de ces superbes films. Est-ce qu'il y a un petit hommage ou, oui, bien sûr, oui. Donc cette dernière, enfin avant-dernière séquence qui dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas l'expliciter. Mais effectivement, oui, je l'ai animé comme ça parce que, oui, c'était un petit hommage. Il y a une autre séquence tout au début du film, quand Kyoko dort et qu'elle se transforme comme ça en espèce de personnage étrange que j'ai animé aussi. Donc la première partie, et donc cette séquence que tu décrivais, oui, effectivement, j'ai utilisé cette technique particulière, un peu en hommage à mon père, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette présentation, ces questions. Merci. Merci à vous.